C'est une révélation que nous attendions. Les pouvoirs des chevaliers divins Saint Summer Shepherd et Saint Kiengam nous ont été révélés dans ce chapitre. Mais alors, que peut-on en déduire? Salut, c'est Yves, c'est donc le sujet à la une des actus de ce chapitre 1143 de One Piece. Un homme épine et un homme matérialisation, voilà donc respectivement qui sont Saint Summers et Saint Kiengam. Et leurs pouvoirs se combinent à celui de Gunko pour arriver à exécuter leur plan d'enlèvement d'enfants. Pour rappel, les enfants sont actuellement en train de s'en aller d'eux-mêmes en marchant endormis. Et on ne peut pas les retenir car si on tente de les toucher, on se blesse par les épines invisibles de Saint Summers entourant chaque enfant. Alors, petite parenthèse ici, pour pointer du doigt le fait que j'avais vu juste concernant ce point. J'en suis assez fier. Toucher ne transmet pas le somnambulisme, mais inflige des dégâts. De son côté, Saint Kiringam n'est pas en reste, car son pouvoir lui permet d'endormir les gens et de matérialiser leurs rêves. Un pouvoir qui est donc lié au sommeil, comme beaucoup de gens l'avaient théorisé. Alors, combiné au pouvoir de Gunko, qui manipule et oriente les enfants endormis grâce à ses flèches, l'enlèvement est théoriquement parfait, et Summers est même déçu que leur jeu soit si facile à gagner. Mais alors, quelle particularité renferme ces pouvoirs? Prenons le temps de les analyser. Commençons par Saint Summers, qui peut visiblement créer une sorte de barrière protectrice d'épines autour des gens. Le terme de protection est ici justifié du fait que les épines pointent vers l'extérieur, je veux dire, ne faisant pas de mal aux enfants, mais empêchant quiconque de les toucher. Mais l'ironie vient ici de l'utilisation perverse qu'en fait Summers, car ne pouvant toucher les enfants, les adultes ne peuvent pas les retenir et ne peuvent pas donc les sauver. Beaucoup de gens interprètent ce pouvoir comme étant lié à la quantité d'amour qui est portée à la personne protégée. J'ai entendu des explications comme quoi plus la personne qui tente d'attraper l'enfant aime l'enfant, plus fortes et douloureuses seront ses blessures. Cette croyance vient sûrement de l'interprétation des paroles de Saint Summers qui s'amuse de cette atroce contradiction. Mais rien ne confirme un lien de proportionnalité entre la quantité de blessures infligées et l'amour porté aux prisonniers protégés, quoi. En fait, nous n'avons ici qu'une présentation de la perversité de ce dragon céleste qui ne cache pas son penchant sadique et le clame même à voix haute. La méchanceté de cette mentalité est d'autant plus exagérée du fait que nous parlons ici d'enfants. Et Summers met tellement en avant cette mentalité dérangeante qu'il est facile d'imaginer que ce sujet sera le centre d'un conflit impliquant Nami et ou Sanji et ou Gaban, mais plus Nami que les deux autres pour l'instant, car nous parlons ici d'enfants et Nami est tout particulièrement sensible à la cause des enfants. Alors, j'ai cité Sanji, car le jour où Summers applique cette technique sur des femmes, à tout hasard, Robin ou Nabi, eh bien, il pourrait alors être tout autant concerné que Nami avec les enfants. Sans parler du fait que Summers a l'air d'être un fin gourmet, ce qui le lie aussi un peu à Sanji. Et pour Gaban, il est très proche de Sanji dans sa personnalité, donc je pense que les mêmes raisons s'appliquent à lui aussi. De plus, son fils est directement impliqué dans cette histoire-là. Donc c'est tout ce que nous pouvons actuellement dire sur ce pouvoir, mais je suis curieux d'en savoir plus car je suis certain qu'en fait ça s'arrête pas là. Les autres utilisations, ça serait quoi? Ça veut dire que par exemple, il pourrait appliquer des règles pour passer au travers des épines. Cette idée de règles, de conditions, ça collerait bien au fait qu'ils sont en train de considérer tout ça comme un jeu. Et on note aussi que lors de la présentation de son fruit, les épines qui apparaissent autour de son bras ont l'air bien visibles, contrairement aux épines autour des enfants. Là, on a l'impression qu'on les voit, les épines. Donc il y a ce côté de transparence ou non, enfin invisibilité ou non des épines. Et d'ailleurs, est-ce que ces épines peuvent être empoisonnées? Enfin, il y a tellement de questions, j'ai hâte d'en savoir plus vraiment. Mais parlons maintenant de Saint Kiringam, qui peut donc endormir les gens et matérialiser leurs rêves. Il est donc à l'origine de l'apparition des créatures gigantesques qui ravagent l'île. Ces créatures viennent des rêves, ou plutôt des cauchemars des enfants, et sont clairement tangibles, comme vous le confirmeront les pompiers du village de l'Ouest. La question est maintenant de savoir comment faire disparaître ces invocations. Il doit y avoir un moyen de le faire, car Keringham rassure Summers en lui disant que l'invocation du sel n'a pas fait disparaître les monstres. Donc là, il sous-entend clairement que Summers aurait raison de croire que ça pourrait faire disparaître les monstres. Il doit être possible du coup qu'ils disparaissent. Mais comment? Est-ce qu'il suffit de réveiller les enfants? Ça, nous savons que ça ne marcherait pas, parce que Keringham nous fait une démonstration de l'utilisation de son pouvoir en invoquant du sel depuis le rêve de Summers, puis il réveille Summers pour que tous profitent de l'épice ensemble. Donc ça nous montre clairement que réveiller Summers n'a pas fait disparaître le sel, qui continue d'exister après le réveil. Cependant, Keringham explique que la nourriture qu'il mange n'apporte pas de calories car ça reste des rêves. Alors ça, nous pouvons en conclure que les matérialisations du chevalier divin n'ont de réel que l'interaction avec nos sens, en fait, juste nos sens. On peut les entendre, les voir, les toucher, les sentir et même les goûter, mais à part ça, ces créations ne sont qu'apparence et n'apportent rien d'autre que du superficiel dans le monde.
Concernant maintenant le fait qu'il manipule les rêves, cela ouvre des portes à plein de théories sur la suite de l'histoire, car les possibilités sont infinies. J'ai entendu des théories parlant de la matérialisation de la peur de Gunko, créant donc un Dark Nika. Également le fait de matérialiser les pensées d'Usopp, qui pourrait mener vers la concrétisation d'une théorie qui verrait Usopp se battre contre lui-même. Ce serait alors une meilleure version de lui, parce qu'on imagine Usopp qui est fort et courageux dans ses rêves, et matérialiser cette version permet de littéralement se surpasser, en fait, s'il arrive à battre cette version de lui-même. Il battrait la meilleure version de lui-même, en fait. Une autre théorie qui me paraît logique et cohérente, c'est celle qui dit que Luffy n'appréciera pas du tout d'apprendre que quelqu'un se permette de manipuler les rêves des gens. Et il en fera même probablement une affaire personnelle, quoi. Et enfin, petite mention à une question très pertinente sur les effets du pouvoir de Kyangam appliqués à Barbe Noire, qui ne dort jamais. Est-ce que le chevalier parviendrait à rendormir Teach ou non? Est-ce que si oui, ce serait un sommeil sans rêve? Enfin, la question est vraiment pertinente. Elle est tellement pertinente qu'elle tease potentiellement même une rencontre entre ces deux personnages. Je passe maintenant aux actualités en bref, et on commence par cette actu. Après l'impressionnante démonstration de force de Loki, qui a carrément déclenché un incendie dans le dernier chapitre, le prince maudit insiste de plus en plus pour qu'on finisse de le libérer et menace même de causer plus de dégâts encore. Sa stratégie est bonne et elle aurait fonctionné sans la présence des chapeaux de paille. En effet, Luffy, se sentant menacé, ne décide pas de se plier aux exigences de Loki, mais plutôt de lui régler son compte comme il l'avait promis. Et il lui assène donc un coup qu'il met à terre. Au milieu de cette scène, nous apprenons que personne à part Loki n'est capable de porter Ragnir. C'est pour ça que le prince maudit était enchaîné à l'arme avec son marteau. Est-ce tout simplement à cause de son poids, ou est-ce que c'est une question de légitimité, comme avec Thor et Mjolnir par exemple? En tout cas, cette situation mène à un flashback sur Loki et Arurin face à leur père, le roi Harald. On y voit un père bon et aimant, qui ne fait pas de distinction ou de favoritisme entre ses enfants. Mais on y voit également un jeune Aerudrin maltraité par son petit frère, qui avait déjà à l'époque les yeux bandés et mesurait 2 fois sa taille. Je passe rapidement sur le détail des yeux bandés que beaucoup de gens ont révélé, enfin ils ont noté quoi. J'aime l'idée comme quoi, à cause de ses yeux bandés toute sa vie, Loki a développé un acquis de l'observation phénoménal. Par contre, je suis moins fan de l'hypothèse comme quoi il se bandait les yeux exprès pour entraîner son acquis. Pour moi, il doit y avoir une autre raison que j'ignore actuellement, quoi. En tout cas, face à la situation qui se présente à lui et à tout ce que représente Loki à ses yeux, Aerudrin est prêt à en finir avec son petit frère. Mais ce dernier déclare à la dernière minute qu'il n'aurait pas tué leur père de sang-froid comme tout le monde le pense. Qu'est-ce qu'il entend par là? Est-ce qu'il veut dire qu'ils n'auraient pas tué leur père, tout court, point barre, ou qu'ils ne l'auraient pas tué de sang-froid? Pour moi, la deuxième interprétation semble la plus probable, car Loki parle de plusieurs tragédies dans sa phrase, incluant donc probablement la mort de son père, mais aussi quelque chose lié à la forêt qui les entoure et qui concernerait Aerudrin de près. J'ai hâte d'en savoir plus sur ce point. Deuxième actu, suite à l'incendie qu'a déclenché Loki dans le dernier chapitre, le village de l'Ouest était averti et un Svar de pompiers a rapidement été dépêché pour maîtriser les flammes. Malheureusement, le Svar se fait intercepter par un énorme guerrier squelette, une des créatures invoquées par Kiringam, qui le frappe comme si c'était un ballon de volée, stoppant net la progression des pompiers sous le regard médusé des habitants du village. Alors cet incident ainsi que le plan que nous montre Gunko nous permet de mieux situer l'incendie qui devrait donc être quelque part entre l'école et le village. En effet, nous apprenons que les enfants suivent la branche principale qui les mène au village de l'Ouest. D'ailleurs, au passage, je voudrais noter un petit point qui me semble important, mais le nom de ce village sous-entend une fois de plus qu'il y en a d'autres sur l'île. Parce que s'il y a un village de l'Ouest, il doit probablement y avoir un village du Nord, un village du Sud et un village de l'Est. Alors, je le mentionne ici car j'ai beaucoup cette impression que les gens considèrent le village de l'Ouest, celui dont il est question depuis le début de l'arc, comme le village d'Elbaf, au même titre que l'île d'Elbaf, un peu comme si toute l'île était le village. Et les autres géants viendraient évidemment d'autres villages, mais qui seraient sur d'autres îles. Et non, pour moi, il y a plusieurs villages sur l'île d'Elbaf. Et ça, c'est le village de l'Ouest, comme il le mentionne ici, qui n'est pas vraiment à considérer comme le village d'Elbaf, comme l'île d'Elbaf, quoi, dans sa globalité. Bref, je referme la parenthèse. Les enfants, donc, n'ont qu'à suivre la branche pour rejoindre le village, mais on apprend également qu'ils se dirigent droit vers les flammes. De plus, donc le Svar pompier part du village pour aller éteindre l'incendie, mais se retrouve intercepté par les créatures des chevaliers vivants. Ce qui fait que la carte doit donc ressembler à quelque chose comme ça. À noter que
Il est très dur de situer les chevaliers divins, enfin l'emplacement où est-ce qu'ils se trouvent, sur cette carte, car ceux-ci déjeunent tranquillement sans avoir l'air de se soucier des flammes de l'incendie, en fait. Ils sont apparemment quelque part dans la forêt et on peut observer derrière eux les énormes créatures qui ont été invoquées. Mais le plus surprenant, c'est qu'ils ont une vue plus ou moins précise de la situation. C'est très perturbant parce que même si nous pourrions penser à un pouvoir, ils sont apparemment tous les 3 capables de voir ce qu'il se passe comme s'ils se trouvaient sur place. Et oui, c'est précis à ce point parce que Sam Summers rigole de la tête que tirait Saul en se faisant piquer par ses épines. Ça, c'est pas un détail qu'on observe de loin. Il est même en train de demander aux autres s'ils l'ont vu également. Ça confirme clairement le fait qu'ils sont eux aussi capables de voir aussi précisément que lui. C'est pas genre juste Sam Summers lui-même qui, de par ses épines, peut voir Saul qui se fait piquer parce que c'est son pouvoir. Les autres peuvent le voir aussi, vu qu'il leur demande s'ils ont vu la même chose. Et ça se confirme encore plus tard lorsque Gunko se rend compte et informe les autres que les enfants se dirigent vers les flammes. Alors seulement là, elle est en train de le découvrir. Elle ne le voyait pas avant. Donc leur vision se cantonne à la scène des enfants et progresse au fur et à mesure que les enfants avancent, quoi. Moi, je suis très curieux de savoir ce qui leur permet d'avoir cette vision partagée, car ça ne semble pas être une capacité liée à l'un des pouvoirs tels qu'ils nous ont été présentés pour l'instant, quoi. Enfin, notons également, encore une fois, la portée incroyable de chacun de ces pouvoirs, parce que là, quel que soit l'endroit où ils sont, la portée est immense, parce qu'elle va non seulement leur permettre de voir jusqu'à l'école, là où Saul était à l'école en train d'essayer de retenir l'enfant et de te piquer aux épines, mais jusqu'à l'incendie, parce que, bah, en fait, on voit que les enfants se dirigent vers les flammes, etc. Donc, c'est immense. Et les monstres, les créatures qui ont été invoquées sont par rapport à l'école, derrière l'incendie, vu qu'ils ont réussi à intercepter le Svar. Bref, c'est immense. La portée est super grande. Troisième et dernière actu, nous apprenons de la part de Gunko et Kiangam le plan qu'ils ont prévu pour mener à bien leur mission et l'explication me semble un peu bizarre. Alors, le plan en lui-même est simple. Il est clair, il est bien pensé, mais quelque chose me chiffonne. L'opération a commencé. Le plan est en marche, les chevaliers ont habilement combiné leurs pouvoirs, tout a l'air bien calculé, réfléchi à l'avance. Pourtant, Gunko annonce l'existence de la pierre du soleil avec un émerveillement. On dirait qu'elle vient de découvrir cet objet qui est pourtant un élément clé de leur plan en fait. Est-ce qu'elle n'est pas censée en avoir entendu parler lors de la mise en place des opérations, lorsqu'ils mettaient en place leur plan là? L'explication de Kingam montre d'ailleurs très bien qu'ils ont déjà tout prévu et que l'utilisation de la pierre du soleil fait partie d'un plan d'action qui a déjà été établi dans le passé, quoi. Je veux dire, ils sont pas en train de l'inventer sur place là en live. Mais pour moi, le plus déroutant là-dedans, c'est Saint Summers qui a l'air de tout découvrir et même d'être surpris par la simplicité de la mission. Alors que, je le rappelle, il est déjà en train de participer, vu qu'il utilise son pouvoir pour protéger les enfants. Dites-moi en commentaire s'il y a quelque chose que j'ai mal saisi, mais je trouve cette scène bizarre. Bon, mais sinon, une autre chose qui est mentionnée ici et qu'il est bon de noter, c'est que tous les enfants de l'école ne partent pas d'un coup. Il n'y en a qu'un petit groupe qui est en chemin. Et Gunko explique que l'important pour eux, ce n'est pas d'avoir les enfants de ce groupe en particulier, mais juste d'avoir des enfants. En effet, même si ce groupe meurt dans les flammes, c'est sans importance, car ils n'auront qu'à en envoyer le groupe suivant. Mais alors, pourquoi font-ils cela? Plusieurs raisons peuvent être avancées. Peut-être espère-t-il ainsi séparer les adultes. Certains essayeraient de sauver les enfants somnambules pendant que d'autres resteraient à l'école pour surveiller les enfants endormis. Peut-être aussi qu'ils essayent de s'assurer l'enlèvement d'au moins quelques enfants, vu qu'ils s'en fichent si certains groupes meurent ou sont récupérés par les adultes, tant qu'ils arrivent à en récupérer un peu. Séparés en plusieurs groupes, multiplient alors leurs chances de réussite. Ou sinon, c'est dû à une limitation des pouvoirs. Ça pourrait être Gunko, par exemple, qui ne peut guider et déplacer qu'un nombre limité de personnes avec ses flèches. Après tout, il n'y a qu'un groupe qui part à la fois. Gunko annonce que si ce groupe meurt, elle enverra le prochain. Elle n'est pas en train d'envoyer les groupes les uns après les autres avec juste un certain intervalle, genre plusieurs groupes qui partiront en même temps. C'est si ce groupe meurt et qu'elle peut plus genre les déplacer, alors elle enverrait un autre groupe. Donc là, ça pourrait justifier une limitation chez Gunko. Ça peut aussi être Summers, qui là encore ne pourrait protéger qu'un nombre limité de personnes. Parce que là, on ne sait pas si les enfants endormis à l'école sont entourés d'épines ou si ça ne concerne que les enfants qui sont somnambules. Donc là, à la limite, peut-être que ça pourrait aussi être lui qui limite le fait que je peux protéger que 9 enfants, donc c'est qu'un groupe de 9 qui s'en va, quoi. Mais par contre, je pense pas que Kiengam soit limité de cette manière, parce que lui, par contre, son pouvoir, il n'endort pas que les enfants manipulés par Gunko, mais également les autres enfants de l'école. Quoi qu'il en soit, je pense que la raison nous sera révélée dans les prochains chapitres et je ne manquerai pas de vous tenir informé. C'est tout pour moi aujourd'hui. Pensez à vous abonner si jamais ce n'est pas déjà le cas. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à bientôt pour une nouvelle plongée dans l'actu d'un chapitre.